...1995. Le docteur et le professeur vont nous éclairer sur la musique de film durant toute cette année. Il y a un sacré paquet de disques. Et ils ont plein de choses à nous raconter. Allez, je vous laisse. 1995 par Cinéclac. Cinéclac, c'est du ciné et des claques. Toutes nos impulsions ne sont plus sous notre contrôle. Nous sommes leur bétail. Nous sommes élevés pour devenir des esclaves. J'ai vécu des expériences troublantes. J'ose pas en parler parce que j'arrive pas à expliquer les faits. Un pistolet philosophique. Le pire, c'est qu'ils pensent qu'on bloque tout ce qu'ils racontent. C'est le genre de raisonnement que je déteste. Bonjour, professeur. Bonjour, docteur. Ça va, professeur ? Ça va très bien. Et vous ? Bah ouais, c'est l'été, ça y est. Voilà, bientôt les vacances. Autant dire que j'ai hâte. J'ai hâte, professeur. Mais pendant cet été, nous continuerons quand même de revenir sur les musiques de films. Mais j'y compte bien. On a tellement d'années à rattraper. Ah, c'est terrible. On en a pour au moins jusqu'à 2047, minimum. Professeur, l'année 1995. Mm-hmm. En 1995, vous étiez toujours recherché par... Le Après, suite à la conférence de Dubaï, ouais. Vous faisiez quand même tout petit, je me souviens très bien. On parlait de vous souvent. Moi, je ne vous connaissais pas encore à l'époque, mais on parlait de vous souvent. Et... ouais, j'ai intégré le programme de protection des témoins. Là. Voilà. J'ai changé d'identité, changé de vie. C'est pas vous qui avez inspiré The Eraser, l'effaceur avec Arnold Schwarzenegger ? On sait jamais, quoi. Non, mais ça aurait pu. Ça, c'était un peu ça, ma vie. Avec une musique de Alan Silvestri. Bien joué, professeur, vous êtes incollable. C'est pour ça qu'on va pouvoir commencer à parler des films de 1995. Enfin, quel puits de science vous êtes, quel puits de science. Professeur, si je vous dis Judge Dredd. Eh bien, c'est toujours Alan Silvestri. Sauf que c'était pas lui qui était prévu au départ. Ah bon ? Racontez-moi, professeur. Je sais pas exactement ce qui s'est passé, en fait, mais c'était Jerry Goldsmith qui était prévu au départ. Et d'ailleurs, il avait commencé à travailler dessus, puisque la bande-annonce du film était montée sur un thème qu'il avait écrit pour le film. Et moi, je regardais cette bande-annonce en boucle, rien que pour la musique. Bah, d'ailleurs, cette musique est reprise dans beaucoup d'autres bandes-annonces. Hein, oui, tellement elle est... en générique d'émission. Elle est puissante et elle annonçait quelque chose de furieux, de grandiose. Je pense que ça allait être encore plus fort que Total Recall, mais je sais pas pourquoi ça s'est pas fait. Ah, il y avait une promesse, hein. Il y avait une vraie promesse. Bah, ça s'est pas fait parce que je crois qu'il devait y avoir peut-être un problème d'emploi du temps, je sais pas. C'est souvent comme ça que ça se passe là-bas. Oui, mais à ce moment-là, pourquoi il a commencé à s'impliquer dessus, c'est ça que je comprends pas, parce que bon... Bah, il a commencé pour la bande-annonce, hein. Tu sais, après, il faut que le film se monte, faut que tu aies tout ça, et t'as des films qui ont aussi souvent des retards au niveau de la production, du montage. Parce que là, par exemple, j'imagine qu'un film avec Stallone, tu vois, c'est Judge Dredd, et on le voit quasiment jamais avec son casque. Non, casque, après, bon, le film est raté par rapport au matériau d'origine, hein, c'est clair, hein, mais... Oh oui, il n'y a pas de problème là-dessus, quoi. Par contre, on y... Plus, oui, vas-y. Ouais, en plus, niveau scénario, on est dans le nawak, et il y a un sidekick complètement pénible tout le long du film. Oui, Roy Schneider, j'allais te le dire. Ouais, je pense que le vrai Judge Dredd, il l'aurait déjà abattu. Ah ben, c'est clair, c'est clair. Donc moi, j'ai préféré le remake qu'ils ont fait après avec Karl Urban. Je l'ai pas vu celui-là. Il est bien. Le seul chose positif, c'était qu'il y avait Diane Lane quand même. Donc, ouais, mais c'est une déesse. On est bien d'accord, Diane Lane, c'est une déesse et on peut, voilà, ça coupe toute discussion. Diane Lane, Judge Dredd, c'est le seul intérêt du film, peut-être avec la musique. Avec la musique, oui, j'allais en venir, puisque au final, donc Goldsmith n'a pas pu la faire, et c'est Alan Silvestri qui a dû le faire assez rapidement, je pense, et il démérite pas. Hein. C'est vraiment, là aussi, c'est très martial, très furieux. Oui, elle reste bien, hein. Elle démérite pas du tout, je suis d'accord. Ouais. Elle est très bonne, quoi. Et l'album est intéressant, parce que l'album qui était sorti, parce qu'après... je crois que c'est Intrada qui a sorti le score complet avec la musique de
de Goldsmith avec la musique de la bande-annonce. Mais le score qui était sorti à l'époque, il était scindé en 2 parties. On avait la partie musicale et la partie orchestrale. Et la partie musicale, c'est ce qu'on disait aussi pour The Crow. Ouais. C'est le même genre de musique, quoi. On retrouve Cure, on retrouve, je crois qu'on retrouve Rob Zombie Cocteau aussi. Twins. Cocteau Twins, ouais, voilà. Donc c'est vraiment... Ce qui était assez incroyable, parce que c'était quand même un petit groupe confidentiel anglais, quand même, Cocteau Twins, et ils se retrouvent là-dessus, quoi. J'ai trouvé que c'était... D'un autre côté, à mon avis, je sais pas, hein, c'est les Cures qui ont amené Cocteau Twins. Ouais, parce que peut-être. je sais que Robert Smith était fan de Cocteau Twins, donc ils ont dû leur dire, il faut absolument qu'il y ait une musique d'Elisabeth Fraser. Bah ouais, c'était une bonne idée. Ouais, après, le film... L'intro est bien, tu te rappelles, il y a la musique au-dessus de la ville et tout. Ouais, bon, dès qu'ils atterrissent, le film est fini. C'est un peu comme l'épisode 1 de Star Wars, quoi. Voilà. Dès qu'on voit Jar Jar Binks, le film s'arrête, quoi. Mais donc je voulais dire qu'il faut, enfin pour ceux qui nous écoutent et qui tomberaient par hasard sur la première édition de la bande originale, faut pas s'arrêter au fait qu'il y ait des chansons au début, parce que c'est pas une compilation anodine, quoi. Il y a vraiment une identité dans cette première partie avec les chansons, et ensuite on a toute la partie de Silvestri, quoi. Ouais, tout à fait. En tout cas, bon, film très 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 moyen. Mais je trouve que la musique, franchement, ouais, ça le fait, quoi. Ça va, ça fait bien le job. On est très bien. La même année, il y a eu Die Hard 3. Ouais. Une journée en enfer en français, parce que les titres français sont un peu bidons, qui est un film qui était normalement adapté d'un scénario qui s'appelle Simon Says, qui a été adapté pour faire L'Arme Fatale, et qui finalement s'est retrouvé sur un Die Hard, parce qu'on prend les scénarios Hollywood, on en fait ce qu'on veut derrière, quoi. On les transforme, on les remâche, on les vomit parfois aussi, et on se retrouve avec un bon film. Attends. Et la musique, qu'est-ce que t'en penses, professeur ? On se retrouve avec un film génial. Moi, ça a été une claque. Déjà, c'est le retour de McTiernan sur Die Hard, puisqu'il n'a pas fait le 2, mais bon, il est revenu pour le 3, et... Bon, je savais que ça allait être quelque chose, hein, Starfix. Non, Starfix n'existait plus, je crois que c'était le Cinéphage qui en parlait. Je sais pas si tu lisais la revue, le Cinéphage. Bah ouais, c'était la suite, hein. Voilà, c'était un peu la même équipe. Je sais que, bon, donc le Cinéphage, j'en avais fait plein de pages. Prenez-moi pour un noob, professeur. Continuez, allez-y. Et ils annonçaient que c'était un bon film, et quand j'étais le voir, il est sorti pendant l'été, si je me souviens bien, j'ai pris une claque, mais monumentale, quoi. C'était trop bien, sauf la fin j'ai trouvé un peu nul. Oui, voilà, parce qu'après en DVD et tout, on a eu la vraie fin que McTiernan avait tournée, en fait. Mais... Enfin, moi, franchement, le truc avec l'hélicoptère à la fin, j'avais un peu honte pour eux, mais vu que quand même, avant, on se fait plus de 2 heures de films fabuleux, c'est pas grave si les 5 dernières minutes sont pas terribles, parce qu'en fait, on les oublie, quoi. Carrément. On les oublie parce que... Et l'idée de génie, c'était de faire l'opposé du premier, quoi. Où c'était, oui, mais professeur, la musique... Oui, parce qu'on est là pour parler musique. Donc Michael Kamen reprend, bien entendu, la thématique qu'il avait sur le 1 comme sur le 2. Et il y a toujours à côté une pièce musicale classique qui va être utilisée, donc pour le méchant surtout. Ouais, et celle-là, et je sais pas si c'est c'est pas forcément, non, c'est pas du classique, hein, mais c'est Johnny Come Home, c'est When Johnny Come Home, je crois. Hein? Je sais pas quel temps il fait chez toi, professeur, mais ici il va se mettre à la pluie. Je devrais pas tenter le diable. Enfin bon, moi je pense qu'on faudrait faire un remix de ça serait pas mal. Ok, bah moi j'ai trouvé que c'était déjà un super film, 2, la musique, c'était la vraie suite du 1 et 2, quoi. Elle est de plus en plus, on va dire, complète, perfectionnée, mais c'est la même chose quand même. Par contre, le CD qu'ils avaient sorti à l'époque, c'était une catastrophe, hein, parce que on n'avait qu'une partie de la musique. Ils avaient sorti le CD alors que c'était pas fini, je crois. Enfin bon, il a fallu. Il y a pas mal de. C'était vraiment l'époque de. Ouais, c'était ça. C'est un peu comme le James Bond. Lequel, celui de Tomorrow Never Dies. Oui, voilà, CD, oui. Alors que le film était encore en montage, quoi. Voilà, c'est ça, quoi. C'était pareil. Il y avait eu Independence Day aussi, comme ça. Ouais. Il n'y avait pas la fin d'Independence Day parce que le film n'était pas fini de monter. Et faut se faire du fric, hein. Ouais, non, mais c'est vrai que le fan il peut pas attendre, il peut pas attendre un petit peu, genre 15 jours, 3 semaines, un mois. Non, il faut sortir, enfin c'est nul, quoi. Parce que la musique faisait partie de la promo, en fait. Ouais, il a fallu attendre quelques années, La La Land qui sorte l'intégrale, quoi, la véritable
C'est l'année de L'île aux pirates. Tu l'as vu, L'île aux pirates? Oui, j'ai beaucoup aimé. Bon, je comprends qu'il n'ait pas forcément marché parce que Matthew Modine, ça le faisait pas trop, quoi. Mais Il n'est pas très charismatique. à la base, c'était Michael Douglas qui s'est désisté et tout. C'est dommage parce que bon, ça a coulé Carol Co, hein, comme on le sait. Et puis. Enfin, le film est pas terrible. Hein. Je sais pas. Moi j'ai bien aimé. Film. Moi j'ai bien aimé. Bon, j'étais fan de Gina Davis. Je trouvais que ça marchait bien et tout. Je l'ai revu récemment, hein, et j'ai toujours bien accroché en fait. Et la musique de John Dabney, c'est John Dabney, non? C'est ça? Il me semble, oui. Ouais, elle était pas mal aussi, ouais. Matthew Modine, ouais, c'est quand même l'anti-charisme. Il est très bien dans les films intimistes, mais en vrai, faut pas le mettre en cinémascope, ce gars-là, quoi. Non, mais c'est clair, il y a des gens, ils passent pas, quoi. C'est... Ouais. Ça devrait être marqué sur son CV. Ouais, je suis bon acteur, mais pas en cinémascope. Surtout pas en cinémascope. Ouais. C'est l'année de Hit, de Michael Mann. Tu nous en parles un petit peu de Hit? Parce que je sais que c'est un film que tu aimes beaucoup. Disons que je devrais en parler, mais à la fin, alors. Ah ouais, d'accord. Ah, je t'ai grillé, en fait, quoi. Oui, carrément. D'accord. Tu sais que John Debney avait fait la musique de Mort Subite de Peter Iams cette année-là. Et elle était bien. Elle était bien, mais c'est pas lui, en fait. Chaque morceau, tu saisis la référence, quoi. Ah oui, ça s'appelle un thumb track, quoi. Donc il a copié le thumb track. J'ai vu il y a pas longtemps un épisode de, je crois, The Orville, une série télé avec une sorte de parodie Star Trek, quoi. Et c'est John McNeely qui faisait la musique. C'est avec la série de Safford MacFarlane. Ouais, tout à fait. Et John McNeely fait la musique. Les musiques sont bien en général, elles sont vraiment très balèzes. Mais là, tout l'épisode, tu savais exactement quel morceau il y avait en temps de track avant, puisque ça ressemblait à 2 notes près, c'était pareil, quoi. Donc on se tapait beaucoup de John Williams. Mais de toute façon, McNeely ou Debney, pour moi, c'est les photocopieurs. Pour moi, ils n'ont jamais eu un style, quoi. Mais si tu veux que quelqu'un fasse à la manière d'eux, tu fais appel à eux, et c'est sûr qu'ils sont très doués à ce niveau-là, quoi. Si t'as pas les moyens de te payer John Williams, tu vas voir Dabney. Si tu veux faire du pognon facile avec un type qui met tout à fond et qui se prend pas trop la tête, tu prends Hans Zimmer dans USS Alabama. Ouais, mais t'es méchant là, parce que c'est vraiment... c'est vraiment encore une période où il était pas trop mal, et moi j'adore le premier thème, quoi, le thème d'ouverture. Parce qu'il était nouveau. Peut-être. C'était le début. Ouais. Bon. Sinon, à la même époque, il y avait Batman à jamais. Ah non, c'était québécois. Batman à jamais. Batman Forever. Ah oui, c'était là. Ah oui. Ah oui, c'est vrai, ouais, c'était en 84, tu vois, je l'ai zappé. En 95, avec Elliot Goldenthal. Ouais. Moi, je me rappelle, j'ai vu ce film-là, j'étais en vacances. J'étais à Colmar, dans un petit cinéma et tout. Je me suis dit, je vais aller voir ça. Et j'ai eu très très mal à la tête, en fait. Moi, je crois que j'ai pleuré à la fin, quoi. Mais tu sortais il y a 3 ans en arrière ou 2 ans, tu avais Batman Returns. Voilà. Alors tu te dis, bon, Val Kilmer, ouais, pourquoi pas aller. Non, Val Kilmer, ça le faisait pas. Nicole Kidman, pourquoi pas, t'y vas. Puis... Jim Carrey, pourtant j'adore Jim Carrey, j'aurais foutu des claques. Tommy Lee Jones, c'était pas du tout son répertoire. En fait, on était dans la parodie, on était carrément retourné à Batman série télé, quoi. Et non plus que les... Ouais, et encore, oui, ça aurait été mieux, je pense. Parce que là, on était dans la parodie, mais qui se voulait quand même sérieuse, quoi. Donc... Pour le moment, parce que celui d'après, ils ont basculé, quoi, en fait. Cette année-là aussi, il y avait eu... donc... excuse-moi. Goldenthal qui remplace Elfman, c'était pas mal, quand même. Lui, il fait le job. Hein. Ouais. Franchement, c'est correct. Mais il a donné une identité musicale aux 2 Batman, quoi, qu'il a fait. En fait, il a donné de la dramaturgie à quelque chose qu'on n'avait pas. Enfin, tu vois, il a donné du corps à quelque chose de quasiment inexistant. Oui. C'est vraiment son talent, quoi. Donc, à la même époque, professeur, il y avait un super film, The Powder. Je sais pas si tu connais. Oui. De Jerry Goldsmith. Je l'ai vu, oui. Je l'ai pas noté, mais c'est vrai que je l'avais... Ça a mal tourné après, parce que le réalisateur, il a un peu fait le cochon avec l'acteur principal et tout. Mais il avait fait un très bon film ensuite, après Jeepers Creepers. J'avais adoré. Ouais, tout à fait, qui parlait de lui. Ouais. C'est un des films les plus flippants du monde. Ouais. Mais Powder, la musique de Jerry Goldsmith, c'était la période de synthétiseur de Jerry Goldsmith, quoi. Ouais.
c'est vrai, je l'ai, mais je l'écoute pas trop souvent. C'était assez mineur à cette période-là, Goldsmith, je trouve. C'était pas... Mais tu sais, même, KFC. tu dis que Jeepers Creepers, c'est déjà... C'est un peu autobiographique par rapport à ce que le réalisateur a vécu, puis ses dérives sexuelles et tout. Mais dans Powder, c'était un peu sage déjà, je trouve. Oui, tout à fait. Enfin, dans Jeepers Creepers, comme le méchant, il renifle les slips. Oui. Oh, Ouais. qui l'a pas fait. Ouais, qui l'a pas fait. C'est clair. Oh, c'est cool, la vie. On avait cette année-là GoldenEye qui est sorti. GoldenEye, musique de Eric Serra. Ouais. Alors, c'est quand même le miscasting total, quoi. Moi, j'ai lu un bouquin sur les musiques de James Bond, tout en anglais, parce que des fois, je lis des livres tout en anglais. Faut m'impressionner, docteur. Ah ouais, c'est terrible. Et puis, il n'y avait pas d'image. Mais bon, ah ouais, non mais j'ai pas peur. Moi, j'ai peur de rien, moi. Pour assouvir ma passion, je peux tout. Et donc, GoldenEye, au début, les producteurs ont dit « Ouais, c'est cool, la musique de Léon, c'est bien, et tout, tu vois. » Et puis, les Gros Bleus, je sais plus ce qu'ils avaient pris comme référence, ils se sont dit « On va prendre ce gars-là, il a du talent. » Sans se dire une seule seconde qu'il était arrivé quand même au taquet, à sa limite. C'est le principe de Peter. Au bout d'un moment, quand il est arrivé au bout de ses possibilités, eh ben, il devient médiocre. Et GoldenEye, c'est n'importe quoi. Le principe de Peter. Ouais, tu connais pas le principe de Peter ? Non. Je t'encourage à lire ce livre. D'accord. Ça parle, on n'est pas là pour ça dans le podcast, mais c'est-à-dire en gros, t'as des compétences, tu vois, t'es dans ton travail, tu montes jusqu'au moment où t'atteins le niveau absolu de tes compétences, et normalement, on te met pas au poste du dessus. Parce qu'on sait que tu les auras pas, les compétences. Donc autant te mettre là où t'es bien, tu vois. Donc les compétences, si on met quelqu'un qui est compétent, mettons au niveau C, on le met pas au niveau B. Ouais, mais en France, on met le mec au niveau A des fois, quoi. Donc voilà, c'est ça. Mais moi, il y a plus de lettres assez ensuite pour m'évaluer. Bah ouais, non, mais professeur, vous êtes carrément recherché, c'est différent, quoi. L'alphabet. Donc GoldenEye, on va revenir dessus parce que c'était important. GoldenEye, c'était quand même... c'est une musique qui peut être intéressante parfois, parce qu'il faut pas non plus déconner, hein, c'est pas bon, mais c'est des choses intéressantes, genre l'arrivée d'électro dans James Bond. Je trouve que ça le fait pas mal. Il y a eu quelques petits essais avec John Barry et ses boîtes à rythme et tout avant. Et là, on se retrouve... et c'est surtout pas Michael Kamen qui aura fait progresser James Bond entre nous. Ah non, pas du tout. Mais c'est pas la première fois que James Bond fait la musique... surfe sur les courants oui, tout à fait. de De toute façon, l'époque. on arrive à l'électro puisque c'est les années de début des groupes comme Uncle, tout ça, et Massive Attack. Voilà, on est en plein dedans, il y a des samples, il y a tout ça. C'est hyper mal mixé. C'est vraiment épouvantable. La chanson est cool. Hein. J'allais venir. Bah vas-y. Non, moi, ce qui m'avait étonné à l'époque, c'était de voir que la chanson avait été composée par Bono et The Edge, donc membre de U2, quoi. Mais d'un autre côté, il y avait les deux autres qui faisaient Mission Impossible. Ouais, c'est vrai. Voilà. C'est vrai. Et moi, je suis un fan inconditionnel de U2. Et je trouvais qu'ils sortaient de leur zone de confort et ils ont fait quelque chose que j'aime beaucoup, chanté par Tina Turner. C'était une excellente chanson, je trouve. Et puis c'était une excellente idée de prendre Tina Turner. Oui, en parce plus, que ça nous rappelait directement Goldfinger, tout ça. Ouais, parce que pour le Michael Kamen, ils avaient fait pareil un peu. Ils avaient essayé d'avoir une pseudo ça le faisait pas. avec Gladys Knight, là, mais ouais. Non, c'était naze. Franchement, honnêtement... C'est un des pires Kamen. Oui. Mais non, là, Tina Turner, là, ça le faisait carrément, quoi. Là, on était vraiment dans... Ça démarre très bien, premier générique en synthèse, c'était super. Le film, il est pas trop mal. J'ai la chanson dans la tête maintenant, tellement elle est bien. Bah voilà, c'est malin. Le début, là. Poum, poum, poum. J'ai envie de chanter aujourd'hui. Voilà, donc Sean Bean toujours qui mourait déjà à l'époque, qui mourait encore, mais c'était qu'un début, et c'était pas mal, moi j'ai bien aimé, le scénar était cool, ça se regardait tout seul, ça rebootait en fait, et puis la musique, ratée, mais il y avait quand même donc une sorte de progression, ça a ouvert des portes pour après, pour le travail de David Arnold. Et puis je trouve que c'est peut-être intéressant aussi dans le fait que ils se sont tellement plantés que c'était peut-être nécessaire de se dire on a fait ça mais il fallait pas le faire, donc maintenant on sait. Tout à fait. Mais ils ont changé toute la poursuite en char, par exemple, a été changée.
ils ont mis, je sais plus qui fait la musique à côté, enfin ils ont viré Eric Serra, ils ont mis une autre musique, et Eric Serra, je crois que sur YouTube on doit retrouver sa musique recalée aux images. Ça le faisait aussi, hein, sauf que il y a aucune patate, quoi. Enfin, voilà, quoi. Il y a un moment, James Bond, faut que ça claque, faut que le son il claque, faut qu'il pète, faut que ça envoie partout. Sinon, c'est pas James Bond, toi. S'il n'y a pas les oui. Voilà. Donc, encore plus maintenant qu'avant, d'ailleurs. Après GoldenEye, il y a eu L'Armée des 12 singes aussi, comme film, qui était vraiment, déjà, c'est un super film. C'est un excellent film. C'est un super remake. Ouais. On est bien d'accord. Remake ? Bah ouais. Oui, de La Jetée, oui. Enfin, c'est pas vraiment un remake, La Jetée, c'était un court-métrage. C'est un remake intelligent, quoi, je trouve. Ouais, c'est une extrapolation. C'est une extrapolation pour moi de La Jetée, quoi. Moi, je pense que c'est un vrai travail de réadaptation. Mais c'est. Un court-métrage en image fixe. Mais tu trouves les mêmes problématiques, en fait. Ouais, non, mais c'est génial, ça te tord le cerveau. Moi, je connaissais La Jetée que de nom, donc je connaissais pas l'histoire quand j'étais voir le film. Et moi, j'ai vu La Jetée. Je suis sorti abasourdi, quoi. Comment tout se met en place, en fait. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, mais c'est La Jetée. Parce que j'avais la VHS à la maison avec plein de courts-métrages qu'on avait eu à la Fnac en cadeau. À un moment, il fallait des courts-métrages. Il y avait Le Bunker de la dernière rafale de Caro Jeunet. Il y avait Foutaise, d'ailleurs, de Jeunet. Il y avait énormément de courts-métrages dedans, dont La Jetée à la fin. Et c'était... Quand je me dis, mais j'ai déjà vu ça, en fait, quoi. Et je savais comment ça allait se finir, j'avais pigé le truc, et c'était horrible de savoir, en découvrant le film, de savoir comment ça allait se finir, je pense que c'était pire que tout, quoi. Ouais, sans doute. J'espérais qu'il change la fin. Et voilà. Et la musique, donc... La musique est quand même vachement spéciale, c'est de l'accordéon quand même. Oui. Il y a un thème musical à l'accordéon qui revient tout le temps, quoi. C'est pas ce que je préfère moi, comme instrument. Il y a un côté mélancolique aussi, un peu du passé, tu vois. Mais le film est très mélancolique, le film est très désespéré. Hein, Mais je trouve que c'est son meilleur à Terry Gilliam. Mais bon, ça c'est... pour moi, j'aurais dit Fisher King, mais bon. Non, moi c'est l'Armée des 12 singes, et je sais que j'ai raison. La science est avec moi, je suis formel. J'ai consulté des scientifiques. D'accord. Et ils sont tous d'accord avec moi. Ok. Bon, ben j'ai plus rien à dire alors. Non, c'est pas ça, c'est que j'aurais pas parlé de toi, t'es recherché toujours. Donc, Casino, tu l'as vu, Casino ? Eh oui, je l'ai vu. Oui. Il y a de la musique dessus ? Ah bah toujours non, c'est parce que j'ai la BO aussi, c'est un double CD, c'est des compilations en fait. J'ai revu il y a 3 semaines et je me souviens pas de la musique. Non, bah comme toujours chez Scorsese, à part sur la fin où il allait travailler avec Howard Shore beaucoup, quoi. Ah ouais. Mais c'est que des chansons de l'époque qui prend de façon pertinente pour illustrer des moments, c'est pas juste copier-coller, hein, c'est recherché. Mais il y a pas de... Je pense pas qu'il y ait de compositeur. Ouais, ce film m'a fatigué, mon gars, mais alors quelque chose d'énorme, quoi. Ah, moi, il m'a beaucoup intéressé. Qui dure 3 heures. Moi, non, il m'a beaucoup intéressé. Je trouvais qu'il y avait un rythme trépidant dès le début où on t'explique vraiment ce que c'est un casino, comment ça fonctionne. Parce que le casino, ça te manque. T'es interdit de casino depuis 20 ans. Ah, ouais, c'est vrai. C'est obligatoire, quoi. Donc c'était un petit peu... C'était normal que t'aimes ça. Non, mais bon, j'y vais de temps en temps faire mes courses, mais... Ce goût de l'interdit. Ah oui. D'accord. Ah, qu'est-ce qu'on est bon aujourd'hui. On voit que l'été est là. Professeur, Le Village des damnés de John Carpenter. Oui. Super musique. Ouais, oui, le... Petit côté martial. Ouais, sur... le thème, en fait, il y a le thème final qui dure, je crois, 8 minutes qu'ils ont placé en début de CD, je crois, Varese à l'époque. Enfin, rien que ce thème, quoi, c'est magnifique, quoi, la progression. Mais John Carpenter n'était pas tout seul, c'était avec Iva Davis, hein, je crois. Le professeur veut certainement nous parler de Dave Davis. Donc en tout cas, moi je trouvais que c'était une bonne évolution de la musique de Carpenter, et je trouve que... Par contre, il y a un truc qui m'a gêné dedans, c'est que j'aurais bien aimé qu'il y ait un orchestre pour faire certains sons quand même. Parce que là, il y a quand même le synthé, ok, mais s'il y avait eu un orchestre symphonique par moment, plutôt qu'une sorte d'imitation d'orchestre symphonique, parce qu'il n'avait jamais fait ça, Carpenter, avant. Il n'a jamais essayé d'imiter la réalité avant. Et là, dedans, il y a quand même des sons... Tu te dis, ok, il veut se rapprocher d'un orchestre, mais c'est un peu foireux, je trouve. Après, c'est pas mon Carpenter préféré musicalement, c'est pas mal.
Le film se regarde, hein, il n'y a pas de souci, hein. Même si, bon, j'aime pas l'actrice, comment elle s'appelle je sais jamais son nom. Je la trouve C'est tarte. qui est dans... Christine Allais, là, ouais, je la trouve tarte. Ah, Christine Allais, ouais. Et bon, après, je trouve qu'elle est rétrospectivement, inquiétante comme il faut, quoi. quand on sait que c'est le dernier rôle de Christopher Reeve avant son accident, ça fait un peu de peine, mais... Et t'as vu que c'est tourné au même endroit que The Fog? Ouais. Mais c'était je trouve ça bien. je trouvais que c'était un film mineur dans la filmographie de Carpenter. Et la même année, il y a l'antithèse, quoi. La même année, il a fait peut-être son film le plus majeur, quoi. Enfin, l'un des plus majeurs, qui était L'Antre de la folie. Oui, si tu veux. Moi, je Non. trouve pas que ce soit son film majeur, hein, excuse-moi, je suis désolé. T'as consulté des J'aime scientifiques. beaucoup, hein, je suis allé le voir 3 fois au cinéma, c'est que je l'aime bien, mais... Ouais, t'as consulté des scientifiques, machin, qui ont conclu. Non, le scientifique, il se penche pas sur le surnaturel comme ça, quoi. C'est pas possible, quoi. Parce que toi, tu dois kiffer les trucs de Lovecraft et tout, quoi. Ah, C'est bien peut-être sûr, pour ça. bah oui. Voilà. Moi, ça me touche pas trop, quoi. Alors, donc, D'accord. il y a des passages que j'ai vraiment adoré dedans. Mais je trouvais... C'est un bon film, quoi, voilà. Ah oui, mais moi je trouvais que même des fois, à un moment donné, il me faisait peur. Il y a une scène, pourtant, c'est le talent de Carpenter, c'est rien du tout, quoi. Quand on a Sam Neill et sa compagne, là, qui cherche la ville, et donc il roule dans la nuit, et il croise un vieillard sur un vélo, et qui a, comme il disait avant, quoi, il avait des cartes à jouer qui touchaient les roues. Les roues du vélo, quoi, et ça faisait un Tu faisais ça quand t'étais petit pour avoir l'impression d'être en moto. Voilà. Avec des épingles à linge. Et cette scène, elle me fait flipper parce que elle a aucune raison. Non, attends, moi j'aime bien ça. C'est juste que dans le film, je trouve qu'il y a des trous, il y a des passages ultra mous dedans. Moi j'adore quand ils arrivent dans la ville, j'adore quand ils partent, quand ils essaient de fuir la ville. Oui, quand ils essayent, voilà. Oui. Mais il y a des passages qui me plombent dedans, quoi. Quand ils sont dans l'hôtel, tout ça, moi ça me plombe carrément, quoi. Et voilà, ça m'a vraiment dérangé. À cause de ça, c'est un film que j'aime beaucoup, mais c'est pas son chef-d'œuvre. Je suis désolé. D'accord. C'est pas. J'ai peut-être il manque le côté nerveux de Carpenter. Ouais. Ou tendu, quoi. Enfin, là, on est plus dans du mystère, dans du surnaturel. Mais c'est vrai que je préfère. J'adore vraiment la toute première partie, tant qu'ils sont pas dans la ville. Parce que là, je retrouvais un peu l'ambiance de Prince des Ténèbres et tout, quoi. C'était les choses se mettent en place. Tout à fait. En plus, il a retrouvé Sam Neill avec qui il avait déjà joué dans L'Homme Invisible, et j'adore Sam Neill, et il est excellent, quoi. Non, ça reste comme un très bon film, mais je trouve que dedans, il y a des passages vraiment très très mous. Ça m'a vraiment dérangé. Et en fait, je m'endors à chaque fois, je te le dis, quoi. Toutes les fois où je l'ai vu, je sais pas, je pique du nez à un moment. Toutes les séquences dans l'hôtel, ça plombe le film. Et si moi je fais c'est Carpenter, de toute façon c'est le plus grand. Il n'y a pas à tordre. Qu'est-ce qu'on avait comme musique? Lancelot de Jerry Goldsmith? Enfin, avec une musique de Jerry Goldsmith, tu l'as vu? Ouais, je l'ai vu malheureusement, parce que c'est un mauvais film, mais quelle musique! Voilà. Bah, c'est un peu le talent de Jerry Goldsmith. Le film peut être mauvais, il fera toujours une musique au-dessus de la moyenne, quoi. Ah bah oui, mais là c'est même pas au-dessus de la moyenne, c'est carrément... Enfin moi c'est une des musiques que je peux écouter en boucle, quoi. C'est rien que l'ouverture, cette fanfare et tout, quoi. T'es déjà scotché. Tu vas vite acheter à Ikea une table ronde, voilà. c'est ça, quoi. Mais comment on peut accoucher d'un tel truc aussi bon face à une bouse qu'est Lancelot, quoi. Ça s'appelle le talent, professeur. Parce que bon, je suis souvent bon public avec les films, hein, et j'adore Sean Connery et tout, mais Lancelot, c'est une bouse. Mais carrément. Non, Richard Gere, faut arrêter de déconner, ça n'a jamais été un comédien, quoi. Non. Le mec, il avait juste une belle gueule, c'est tout, quoi. Enfin, franchement, quoi. C'est pas... On n'est pas là pour parler de ça. Congo, de Jerry Goldsmith, la même année. Voilà. Parce que Jerry Goldsmith, il a turbiné, hein. Ouais, il a Parce turbiné. qu'il a peut-être pas fait Just Dread, mais à côté de ça, il a pas chômé, le bonhomme, hein. Ouais, Congo, c'est mineur. Moi, j'étais déçu. J'avais lu le roman de Crichton. Ouais, pareil, je l'avais lu quand j'étais petit. Et j'ai été déçu. Bon, de toute façon, c'est quoi? C'est Marshall qui l'a réalisé. Donc, lui, c'est un réalisateur. Voilà. Le casting, à part l'apparition de Bruce Campbell au début, c'est pareil, c'était à jeter. Et la musique, bon, c'est pas ce qu'il a fait de mieux. Mais bon, il a travaillé avec les Bohèmes, je crois, donc pour avoir le côté un peu africain et tout. Donc, ça le fait. C'est pas trop mal, mais il n'y a pas
pas de quoi se relever, quoi. D'accord. Bon, je sais que t'aimes ça. Enfin, je sais pas, toi, les t'as... dessins animés avec des animaux qui parlent. Non, mais... est-ce qu'il y a professeur? Non, je dis, peut-être que toi, t'avais kiffé la musique de Congo, quoi. Donc, Non, mais pas du tout. D'accord. Non, mais carrément pas. Pour moi, ça fait partie des trucs mineurs à tous les points de vue, musicalement, cinématographiquement. Et parce que j'avais lu le roman quand j'étais ado. J'avais adoré le lire. Je trouve qu'il était passionnant. Et après, Goldschmidt, il peut faire ce qu'il peut dedans. Et à un moment, ouais, voilà. De toute façon, la musique est mieux que le film. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Oui. Oui, tu parlais d'animaux qui parlent. D'animaux qui parlent et tout. Pocahontas. Je sais que t'as kiffé. Ah non, j'aime pas. C'est vraiment un Disney que je suis pas fan. Eh ben on passe dessus. Alors très bien. Non, mais bon, j'avais peur. on retrouve. Là, on va encore se retaper un dessin animé avec des animaux qui parlent. On retrouve Alan Menken à la musique, mais bon, c'est pas trop mal parce qu'il joue avec la musique indienne et tout, mais ça m'a pas emballé plus que ça. Et puis l'histoire. En plus, c'est un remake d'Avatar, donc. C'est le remake d'un film qui n'avait pas encore été fait. Ils sont forts. Ouais, tout à fait. Ouais, bon, c'est ma mauvaise foi, mais je vis avec. On avait Seven. Seven, ça envoyait quand même la musique. Hein. Et le film aussi. Ah oui? Non? Tiens donc. Si, super film. Non mais c'est une étape. J'ai du mal à me dire qu'il date de 95, quoi. C'est un film. Ouais, on le voit, on s'en souvient encore. Il a pas bougé. Des années après, quoi. C'est super musique, hein. Ouais, et puis de Howard Shore, ouais, qui renoue avec le style qu'il avait eu dans Le Silence des agneaux, mais un cran dessus, même deux, quoi. Il va plus loin dans l'oppressant, dans le. Ouais. C'est une musique qui t'étouffe, quoi. Le son est vraiment ample. J'arrive pas à l'écouter intégralement, quoi. Il me faut des pauses parce que c'est. Après, ça fonctionne très bien dans le film, quoi. Je me souviens de la scène où il retrouve le drogué attaché au lit et toute la montée en puissance jusqu'à cette image, quoi. C'était fabuleux. Ouais. Et il n'y a pas que la musique de Watcher dedans. Il y a aussi d'autres musiques qui sont incroyables. Le générique. J'allais y venir, ouais. Le générique qui est tiré d'une chanson des Nine Inch Nails, Closer, ouais, qui est excellent, quoi. Enfin, tout est bien. Enfin, moi, je kiffe ce film. J'adore de A à Z. Au cinéma, j'ai pris une fessée. Mais vraiment. Mais tout le monde, même les critiques, je me souviens comment c'était dithyrambique. Parce qu'il faut le signaler, quoi. Fincher, c'était pas encore David Fincher que tout le monde aime citer. Là, il est devenu, là. Voilà. C'était juste le mec qui avait fait Alien 3, dont on lui avait enlevé. J'avais adoré Alien 3. Oui, je sais. Ce film était super. On en avait parlé, quoi. Donc, c'était le mec on lui avait enlevé le film des mains et puis là, tout d'un coup, il s'est dit non, moi, le prochain film que je ferai, je le ferai de A à Z et on me l'enlèvera pas. Tu vois, Alien 3, même les lambeaux du film, ils restaient supérieurs à plein d'autres films. Ouais. Donc et musicalement, déjà, il y a aussi ce qu'avait fait Goldenthal dedans. Ça montrait déjà que Fincher, il avait quand même un souci du son, la tonalité de la musique et tout. Et là, Seven, ouais, grande claque. Je suis allé voir ça avec une copine. Elle me dit, on va voir un truc, il y a Brad Pitt, c'est génial. Qui fait Brad Pitt, tu vois, genre... Brad Pitt, tu vois. Ok, allons-y, on va voir Brad Pitt. Pour moi, c'était un acteur de merde, en fait, quoi. Il tournait... À chaque fois que les femmes me parlaient de Brad Pitt, je me disais, mais c'est juste pas possible, quoi. C'est le nouveau Richard Gere, enfin, ça, voilà, c'est le mec insipide. Et là, j'ai pris une trempe, je me suis dit, putain, c'est un super comédien. Morgan Freeman, c'était déjà Dieu. Parce qu'après, il a fait des rôles de Dieu ou de président des États-Unis. Ouais. Mais là, il avait le charisme. Et puis, comment il s'appelle, l'affreux Kevin Spacey. Oui, excuse-moi, Kevin Spacey. Même mon cerveau, il l'a zappé. Ah oui, il est grandiose. Hein, et pourtant, il apparaît qu'à la fin. Mais waouh. Mais il est inquiétant comme il faut. Ah ouais, carrément. Oui, parce que c'est... Tu sais pas, quoi. Il fait pas peur. Il crie pas ni rien. Mais putain, mais tu te... Oui, parce qu'il y a la somme de tous ces actes avant, on l'a pas vu mais la somme de ces actes qui rentrent là, il incarne tous ces actes qui viennent d'être là, et de la musique aussi, qui te rappelle que c'est lui, quoi. Et là, c'est vraiment balèze, quoi. C'est vraiment super. En plus, le générique, on est quand même dans son cerveau. Voilà. En fait, moi, je me souviens qu'à l'époque, j'avais étudié le film, et moi, j'avais écrit que
c'était pas David Fincher qui avait réalisé le film, en fait, c'était donc John Doe, le personnage de Kevin Spacey. Parce que, en fait, on est manipulé de long en large, la façon dont on nous amène d'un point à un autre et tout. On a l'impression vraiment que le film a été réalisé par le tueur en série, quoi. Ouais. Bah, de toute façon, le générique, c'est lui. On les Oui, c'est lui, ouais. On le voit. D'office, il est présent, pas physiquement, mais on le voit faire son ombre qui plane tout le film. On le voit faire ses petits cahiers dans le générique, quoi. C'est. Franchement, un super film. Enfin, voilà. Mais je me souviens que je suis sorti, j'étais avec un pote et je lui ai dit, mais en sortant, j'étais tellement baba, quoi, sur le cul et tout. Je lui ai dit, mais il y a des films, soit il y a des films à ne pas faire ou il y a des films à ne pas montrer à tout le monde. Parce que je trouvais que c'était le cas, quoi. C'était. Parce que c'était trop, quoi. Bah, on en avait pour son argent, voilà. On allait au cinéma, on allait voir un film, on ressortait, on avait un vrai film de cinéma avec des vrais plans, des vrais cadrages, une vraie photo, un vrai son. Enfin, il y avait un souci et je pense que ça, tu sais, des films étapes comme ça, quoi. Après, ça pose des jalons et on se dit ouais, bah c'est moins bien que tel film. Et t'as vu comment c'est resté, c'est ancré dans les mémoires, puisque t'as vu avec The Batman, c'est carrément ça pourrait se passer dans la même ville, dans quoi, la culture générale. C'est la culture générale mondiale qui devient comme ça, quoi. Ouais, t'es en train de geler, hein, je te le dis. Hein. T'as figé, toi. Vraiment. Toi, mais toi c'est aussi. vrai, tu m'entends là? Je t'entends, mais tu bouges pas. Ah, t'as sauté. Ah là. Ouais. D'accord. Ah, là, ça revient. C'est toi, hein, parce que moi, je suis à la fibre, hein, donc c'est pas moi. En fait, c'est quand je suis à la fibre aussi, tu te fous de moi, là? C'est peut-être quand je me recule de trop, la caméra, elle veut absolument que... Parce qu'on se regarde, faut que les auditeurs sachent qu'on se regarde. Ah, ouais, mais parce que t'as mis le truc automatique pour que la caméra te suive, elle sait plus, quoi. Elle sait plus où aller, en fait. Il est où? Ah non, mais je suis sur un truc qui tourne, quoi. C'est n'importe quoi. Non. Et puis, de toute façon, l'an 2000 est passé, on est dans le futur. Normalement, la technologie, elle devrait être au point, quoi. Ah, bon, Seven, c'était bien. Moi, je dois te dire que le premier Howard Shore que j'avais acheté en vinyle, c'était Vidéodrome. Ouais. Je sais pas comment te dire. C'est peut-être pas la Vidéodrome, t'arrives à Seven. Voilà, quoi. Donc après, il a fait d'autres choses entre-temps, tu vois. Oui. Mais j'avais adoré Le Silence des Agneaux, tout ça. Et quand il avait été annoncé quelques années après pour Le Seigneur des Anneaux, je me suis dit, ouais, ça va le faire. J'avais peut-être un petit doute quand même. Je me suis dit, est-ce qu'il sera capable de faire du John Williams par moment, c'est-à-dire des trucs avec des chevauchés, tu vois, des musiques d'ogres, de nains, d'elfes. Mais en fait, ouais, il sait faire. De toute façon, le Seigneur des Anneaux, c'est une claque. Hein. Pas la trilogie après, hein, parce que j'arrive pas après, c'est la musique de supermarché. J'arrive pas à l'écouter, Hobbit et tout ça. Non, mais elle n'est pas écoutable. C'est juste qu'elle est pas écoutable. Mais ne serait le premier, La Communauté de l'Anneau, mais qu'est-ce que je l'ai usé, le CD, quoi. C'était... Qu'est-ce que c'était bien. Mais bon, on en parlera quand on en arrivera à 2001. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait comme film Power Rangers. Je suis sûr que tu allais le voir. Pas du tout, j'ai jamais vu. Mais pourquoi tu veux que j'aille voir ça? Je sais pas, t'aimes bien les dessins animés, t'aimes bien les trucs comme ça, quoi. C'est un dessin animé? Les robots qui parlent. C'est pas un dessin animé. Ouais, c'est même merde, quoi. J'ai pas l'âge de ça, je suis trop vieux pour ça, en fait, quoi. J'ai raté les Power Rangers. Toy Story? Oui. Premier Pixar. Randy Newman à la musique, c'était pas mal. J'aime beaucoup Toy Story. Après, bon, musicalement, c'était pas mal musicalement. Je trouve que ça se tenait. Oui, bien sûr. Il y a peu de chansons, mais c'était bien foutu. Oui, les chansons. Je suis allé le voir avec la même copine avec qui je suis allé voir Seven. Elle a dit, on va voir un dessin animé. Je dis, mais ouais, j'ai rien à foutre des dessins animés. Déjà, les animaux qui parlent, je m'en fous. Mais alors, des jouets qui parlent. Elle dit, ouais, on y va quand même. Et putain, c'était bien. C'était excellent. Et j'ai failli faire sous moi. J'ai pas arrêté de rigoler pendant 10 minutes à cause des martiens à 3 yeux, là. Oui, ouais, ils sont excellents, ouais. Et en fait, je suis ressorti du cinéma, j'étais ravi, quoi. Et en plus, j'ai flippé, hein, parce que le petit voisin horrible, il était flippant, quoi. Et dès le moment où je me suis mis à flipper pour des jouets, je me suis dit, ok, je me suis fait avoir, c'est bon, voilà. Mais prisonnier du film. J'aime beaucoup ce film, je marche toujours autant, parce que c'est bien, Puis l'idée était originale, mais quand on revoit Toy Story aujourd'hui et qu'on voit le dernier, par exemple, Toy Story, quoi,
Je l'ai pas... J'ai vu le début, j'ai tenu 10 minutes, je suis désolé. Il est pas mal, mais bon, ça vaut pas le 3. Ouais, mais... Ça vaut pas le 3, mais il est pas mal. Mais toi, t'aimes bien les dessins animés, donc t'aimes bien les animés. Non, mais au niveau du travail, au niveau de l'évolution de l'animation, c'est la folie, quoi, ce qu'ils ont fait entre-temps, quoi. Bah ouais, je sais. Mais après, le scénario, c'est pas vraiment... Oh non, il est pas mal. Bon, c'est un peu... l'air du temps voulait qu'il en soit ainsi, hein. C'est le Toy Story 4, c'est un peu le #MeToo, hein, donc, mais bon, puisque c'est la bergère qui a le rôle principal plus ou moins, donc... Très bien. Et on va rester... Non, je veux dire, faut pas se mouiller en général. Attention, transition. Waterworld. C'était juste pour ça, je cherchais un truc et tout. D'accord. Ok. Waterworld, tu l'as vu le film déjà? Oui, j'avais été le Tu l'as vu au cinéma? Ouais, je l'ai vu au cinéma. Moi j'étais entre déçu et mort de rire, je savais pas comment le prendre, et en fait c'est un film drôle. Voilà, moi non plus, je savais pas comment le prendre. J'étais déçu quand je l'ai vu parce que je m'attendais au gros film qu'on nous avait vendu. Moi je m'attendais à Mad Max sur l'océan, tu vois. Et en fait c'était une farce. Voilà, quand même, voilà. Et après quand je l'ai revu quelques années après à la maison tranquille, j'ai mieux apprécié parce que bon, il faut le prendre il faut le prendre comme il est. Mais c'est un film qui prend l'eau de partout. Parce que même musicalement, parce que à la base c'était Mark Isham, tu vois, j'ai dit Isham cette fois. Ouais, bien vu. Qui était crédité à la musique. D'ailleurs, les premières affiches, on le voyait, quoi. Musique by Mark Isham, tout ça. Et en fait, il en reste rien à part une petite ritournelle d'une boîte à musique. C'est tout ce qui reste de ce qu'il a commencé à faire. Parce que si je me souviens bien, bon, c'est Kevin Reynolds qui est censé avoir réalisé le film, et Kevin Costner lui aurait repris des mains un peu, donc une bataille d'ego entre les deux Kevin, tout ça. Et je pense que c'est Costner qui a dû remercier Isham et qui a fait appel à James Newton Howard, avec qui il avait déjà travaillé sur Wyatt Earp, et qui retrouvera... Travailler sur Wyatt Earp. Wyatt Earp. J'adore comment tu dis ça. Ah, c'est... Ouais, tu parles trop bien anglais. Et il retrouvera James Newton Howard sur The Postman, d'ailleurs. Mais, ouais. Et pour le coup, donc voilà, Newton Howard est arrivé certainement sur le tard, et il a composé très vite, mais j'aime beaucoup ce qu'il a fait. C'est... Voilà. Voilà, ok, d'accord. C'est clair, après ce quart d'heure de silence. Et pour te dire, c'est bizarre parce que j'en parle pas beaucoup, mais pour te dire, j'ai failli choisir cette musique en numéro 1, mais je la mettrai en numéro 2. Moi j'ai failli choisir Apollo 13. Ah, j'allais en parler aussi, oui. Parce que Apollo 13, déjà c'est un de mes films préférés, parce que moi j'aime bien les films avec des gars de la NASA. Je trouve que c'est toujours bien, les gars de la NASA. Les types, ils y vont, ils ont pas peur. Ils ont pas peur. T'as vu comment je parle bien? Ouais. Enfin bref, il n'y a rien qui les arrête, c'est les gars de la NASA. Ils arrivent à faire des ronds avec des carrés avec des ronds. Ils te font rentrer des trucs dans ce qui rentre pas. Enfin, ça, c'est franchement. Et ils survivent toujours. Et même quand ils disent Houston, on a un problème, et ça le fait, quoi. Ah non, mais c'était la suite de l'étoffe des héros, voilà. Oui, non, mais c'est passionnant, alors qu'il se passe pas grand chose, mais on est sur le fil du rasoir, on est sur la tension. Il se passe pas grand chose, mais ils sont un peu dans la mouille. Oui, non, mais c'est ça. Ouais, non, mais on a un groupe d'acteurs là magnifique, on est pris par le film. En fait, c'est amusant, ça me fait penser à des films de marins. Ouais. Tu sais, les types qui partaient avant, ils partaient loin et tout, puis il pouvait arriver n'importe quoi. Parce que entre les trois, Tom Hanks, Bill Paxton, le regretté Bill Paxton, et Kevin Bacon en haut, quoi. En bas, on a Gary Sinise, Ed Harris et tout, et puis c'est... casting de ouf, quoi. La musique, elle est démente derrière. James Horner, il a fait un de ses meilleurs boulots. Ouais. Toute l'ambiance, la musique t'enveloppe. Enfin, moi j'adore tout dans ce film. Et je crois que capable du meilleur ou du pire, là, il est dans le meilleur. Je crois que je l'avais déjà signalé. Sur 2 ou 3 morceaux, notamment le morceau final, James Horner a fait appel à une chanteuse qu'on entend juste pour les vocalises. En fait, elle ne chante pas, mais elle fredonne. Tu sais qui c'est? Non. Annie Lennox. Oh, d'accord. Alors on va préciser pour oui.
Pour les auditeurs qui sont trop jeunes et qui ne savent pas, c'est la chanteuse de Eurythmics. Ouais. C'est celle qui chante à la fin du 3e épisode du Seigneur des Anneaux, quand t'as les multiples fins qui n'en finissent jamais. Voilà. Voilà, qui est une super chanteuse, qui avait une voix incroyable. Bah, écoute, qui a une voix incroyable, elle n'est pas morte. Hein. Oui, c'est vrai. non, mais franchement, je ne savais pas que c'était elle qui chantait par-dessus. Enfin, en tout cas, j'adore. Enfin, super film, c'est un de mes films préférés en vrai. Je crois que j'ai acheté toutes les éditions DVD et toutes les éditions Blu-ray. Enfin, c'est un peu comme Jack Burton, tu vois, des trucs, je peux pas me retenir. C'est des pulsions comme ça. Ou Escape from New York, j'ai des pulsions. Ou Outland, enfin, j'ai toutes les versions qui existent. C'est n'importe quoi. Oh là 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 là. Je suis loin, je suis à la dérive, je suis loin. C'est le moment où le docteur confesse tous ses travers. Bah ouais, parfois je suis à la dérive comme les gars d'Apollo 13. Moi j'ai fait le tour. Oui, mais on était sur James Horner, c'est quand même une année où James Horner il a dû travailler de janvier à décembre non-stop, hein, parce que moi j'ai listé... Alors tu veux dire, est-ce qu'il a fait chauffer la photocopieuse ou est-ce qu'il a vraiment travaillé ? Voilà, j'ai listé 5 films et bon, il y a du bon, il y a du moins bon. Alors, il a fait 5 films. Ouais, il y a du très bon que tu n'as pas cité, hein, parce qu'il y a Apollo 13, mais il y a quelque chose qui est bien au-dessus. Hein. Braveheart. La comédie musicale. Braveheart. C'est cette année-là, Braveheart ? Oui, c'était cette année-là, 95. Ah bon ? Il me semblait que c'était avant. Non, c'était en 95. Moi, je l'ai vu, il est sorti en France en septembre, je crois. D'accord. Braveheart. Il n'est pas sur ma liste, je suis désolé. Et oui, Braveheart. Pour moi, c'est un film qui existe depuis toujours, parce que c'est un super film. Ah ouais, c'est... La musique paraît extraordinaire. Le Mel Gibson, on l'attendait pas. Mais oui, comme Braveheart, ça, j'ai devant les yeux en plus. Ah, où avais-je la tête ? On l'attendait pas comme ça, Mel Gibson. Je veux dire, il avait fait un premier film déjà, donc on en avait parlé, L'homme sans visage, quoi, où ce qui lui avait permis de rencontrer James Horner. Il a repris James Horner pour un film, mais d'une... Enfin, je sais pas, c'est Mel Gibson qui nous fait du George Miller, quoi. Déjà, c'est un grand réalisateur, je trouve. Oui, un très grand réalisateur, Mel Gibson. Je pense que déjà, c'est un acteur qui est cool, mais au niveau réalisation, il sait ce qu'il fait. Ouais. Là, il a filé une tarte à tout le monde. Carrément, oui. Et c'est un classique. Ce film, c'est un classique, en fait. Voilà. C'était vraiment fait pour James Horner, quoi. C'est lyrique, c'est puissant, c'est celtique, c'est épique, c'est un film épique. D'ailleurs, dans les films épiques, tu vois, il y a eu Braveheart, après il y avait eu Gladiator. Ouais. Tu vois, après il y avait eu des trucs comme genre Titanic, tout ça, enfin des gros trucs, tu sais, des films que tout le monde peut aller voir, qui sont de qualité. Et puis bon, le méchant dans Braveheart, c'est comme le numéro. Patrick McGowan. Mais ouais, c'est quel bon. Ouais, oui. Quel salopard. Ah putain, ouais. Ok. Il y a pas Sophie Marceau dans Braveheart ? Oui, elle joue une reine. Tout le monde ricanait, mais je trouve qu'elle a assuré. Hein. Ah oui, elle non. Elle a fait le boulot, hein, ça va. Ah, moi, depuis la boum, je suis amoureux de Sophie Marceau, donc elle vieillit bien. T'as figé ou tu es sur... Non, je t'écoute, je dirais quoi. Pourquoi ? Non, comme ça, c'est... Enfin, je veux dire... Ouais, j'aime bien Sophie Marceau, mais je veux dire, c'est pas... Ouais, bon... Toi, tu dis, elle vieillit bien, tu dis pas, elle joue bien, quoi. Elle est pas rousse. Parce qu'elle a quand même pas fait beaucoup de films qui arrachent, quoi, on va dire. Ah, mais c'est presque anodin pour moi, enfin anecdotique, je veux dire, quand... Ça le fait plus pour les actrices que pour les acteurs, à mon... vis-à-vis de moi, ce qui est assez bizarre, mais quand je tombe sous le charme d'une actrice ou quoi, elle peut m'emporter dans n'importe quel film. Regarde, j'adore Sandra Bullock et j'adore toutes les merdes qu'elle fait. Ouais, on a chacun nos perversions. Et elle en fait des merdes, Sandra Bullock. Hein, mais... Ouais. Je suis sûr que tu as vu Before Sunrise à l'époque, parce que l'autre jour tu me parlais de ça. Non, je l'ai vu bien après, ouais. Tu l'as vu après ? Bon, de toute façon, on n'en parlera pas. J'ai vu que les 2 premiers, j'ai pas trouvé encore le 3e. Parce que non, c'est des films que quand je trouve dans les caches, les brocantes ou quoi, je les prends, quoi. D'accord. T'as vu Mort ou Vif ?
C'est... Ah oui, le western. Sam Raimi. Ouais, non, parce que j'ai vu qu'ils allaient le ressortir récemment. T'as Un mort ou vif avec Rutger Hauer, donc je pensais à ça. Ouais, mais il y a plein de morts au vif. Ouais, j'ai vu qu'ils l'ont ressorti en Blu-ray. Oui, Mort ou vif, j'ai vu au cinéma, quoi. Quelle claque. C'est qui la musique Silvestri, Alan Silvestri. Mince. Elle est très, très, très bonne. Ah, j'ai pas mis Mort ou vif. Et t'as mis Living Las Vegas aussi, qu'il y a eu à l'époque? Non, je l'ai pas mis. Non, mais Mort ou vif, elle est... Moi, j'attends toujours l'intégrale parce que Varese avait édité, comme d'habitude, un CD à 30 minutes, quoi. C'est Silvestri qui nous fait presque du Ennio Morricone. C'est cliché de dire, ouais, c'est un western, spaghetti, machin, donc on va faire du Ennio Morricone. Mais qui intègre ça et qui le digère et qui le fait à sa façon, et ça marche très bien, quoi. Et puis le film, c'est une claque visuelle, quoi. D'accord. Je sais qu'à l'époque, il y a eu c'est John Williams qui avait fait Nixon, je crois. Oui, moi je l'ai pas mis. Tu l'as vu? Moi je l'ai pas vu. Et qu'est-ce que ça donne musicalement? Musicalement, c'est très bon. Musicalement, donc Nixon, c'est Oliver Stone qui avait fait déjà JFK, sur lequel Williams avait travaillé. Et c'est l'opposé de JFK. JFK, c'était plus tendu, plus tranquille, plus intimiste. Sur Nixon, la musique est plus furieuse, quoi. D'accord. Rien que le thème d'ouverture et tout, c'est puissant. Par contre, moi, j'ai été voir le film au cinéma. Je suis tombé, quoi. C'était trop long. C'était pas comme JFK. JFK, il fait 3 heures, il aurait pu faire 4 ou 5 heures. JFK, c'est une enquête. Nixon, voilà. Ça parle d'un truc. Nixon, je l'ai trouvé chiant, quoi. Voilà. De toute façon, Oliver Stone, c'est l'un ou l'autre. C'est soit c'est génial, soit on se gonfle. Quoi. Est-ce que j'ai oublié des choses? Parce qu'on va pas parler de track sur Internet. Pourtant, je l'ai mis. C'est ça qui t'a donné envie d'avoir Internet et tout? Moi, j'ai bossé avec j'ai bossé dans une boîte à un moment, en 95. Spirale temporelle. Le patron de la boîte, il a vu Track sur Internet. Et du coup, il voulait pas Internet. Alors qu'en fait, moi, j'avais déjà Internet chez moi, tu vois. Et il m'a dit, bah non, parce qu'on va se faire pirater. Moi, j'ai vu un film où on peut détourner les avions, les faire écraser et tout avec un PC. Et en fait, ce film, tu sais, c'est un truc nouveau, Internet. Oui. Donc, on peut tout faire. Avec un PC, avec 4 kilos de RAM, c'est bon, on vient de mettre de la terre, quoi. On a tous les plans qui viennent de tout, en 3D, en fil de fer. Enfin, c'était vraiment une période de nawak. Non, mais attends, non, t'étais un peu mauvaise langue, parce que c'était pas nouveau. Enfin, je veux dire, dans Wargame, c'était ça aussi, quoi. C'était le gamin dans Wargame, je suis pas d'accord. C'était vachement plus tenu, ça se tenait mieux. Tu vois, c'est de la même époque qu'il y avait Hackers, par exemple, en même temps que Track sur Internet. Je l'ai pas vu, celui-là. Bah, c'était pareil, c'est le genre, Internet, on fait tout avec, quoi, tu vois. Trouve-moi les plans des sous-sols de ce château abandonné. Vas-y, en 3D. Vas-y, envoie-moi... il est où? Vas-y, envoie le beeper dessus. Ah ouais, on était là-dedans, quoi. Oui, mais c'est comme ça, c'est la magie du cinéma. On y va pas... Quand tu tapes, tu sais, t'entends... Oui, je sais. Mais voilà, mais c'est ça qui plaît. Les acteurs, ils tapent n'importe quoi sur un clavier, ils font n'importe quoi. Je sais. Ils regardent même pas, ils disent pas... Là, je suis en train de pirater le Pentagone, j'en ai pour un instant. De toute façon, c'est comme les plans où les acteurs conduisent. Moi, ça me fait toujours rire, parce que c'est toujours... Mais tu conduis jamais en tournant le volant sans arrêt. Déjà, je suis déjà allé au cinéma, je vois ça, et j'ai dit, mais putain, regarde la route, et je suis parti. J'ai dit tout fort, quoi. Et des fois, il y a des trucs comme ça au cinéma. Tu vois, par exemple, il y a dans le Seigneur des Anneaux, à la fin, quand t'as Boromir qui se fait tuer, j'ai spoilé, il y a un moment, t'as l'orque qui se prend des flèches en vengeance. Enfin, voilà. Et j'ai pas pu m'empêcher de sortir un « Bien fait !» Là, toute la salle s'est marrée, alors que c'est un moment super tendu, mais putain, j'étais à fond dedans. Bah là, c'est pareil, quoi. Quand je regarde des films, je dis, mais putain, regarde la route. Oui, c'est insupportable. Moi, c'est pareil. Donc, les crétins qui arrêtent pas de taper, ils sont sur les claviers, ils font... Comme ça, là, je pirate tout, là, je suis maître de la terre. Mais non, moi ça marche pas. Ça fonctionne pas. Surtout avec un PC de l'époque, quoi, tu vois, Windows 95, quoi. Tu pirates que dalle, tu pirates déjà même pas tes mails, quoi. Ouais, mais c'est Sandra Bullock. Ouais, mais en fait, je trouve que t'as un seuil de tolérance avec Sandra Bullock. Je sais. T'es chelou, quoi. Par contre, je l'avais mis sur ma liste parce que la musique est donc de Mark Isham. Ouais. Je sais que j'avais trouvé le CD de Varese avant la sortie du film, puisque le film était sorti en septembre ou octobre, et moi je l'avais trouvé dès l'été. Et je m'étais fait plein d'images. La musique, franchement, c'est peut-être un de ce qu'il a fait de mieux. C'est intéressant parce que il a découpé les 30 minutes que Varese lui a donné en 4 parties, et donc il nous a fait
4 mini-suites où il construit des... Comme ça lui a permis de construire ses morceaux et réellement de... À l'écoute, c'est très, très agréable et tout. Et quand j'ai écouté ça pendant tout l'été, je me suis dit, mais le film, ça va être un truc de ouf, quoi, avec cette musique. Bon, après, ça n'a pas été le cas. Hélas, non. Non, pas du tout. Et donc, j'en reviens toujours. Et c'est comme Goldsmith avec Lancelot, mais je me dis, mais qu'est-ce qu'il voit, Hicham, Goldsmith, qu'est-ce qu'il voit dans ces merdes, là, pour composer de façon aussi étonnante, quoi. Tu dis des gros mots, t'es en colère. Quoi. Pardon. Ah, c'est pas bien. Excusez-moi. Tu mettras un bip. Qu'est-ce qu'il voit dans ces bips? Non, faut que t'assumes tout. T'as assumé Dubaï, tu vas assumer ça, tu peux, c'est rien à côté de Dubaï. Là, comment tu m'as dit tout à l'heure que James Horner a fait beaucoup de musique. Oui, donc oui, parce qu'après on est parti sur Braveheart et puis on a digressé. Voilà. Oui, donc il avait fait Jumanji aussi. Bon, la musique n'est pas top, hein, c'est pas ce qu'il avait fait de mieux. Tu sais que je suis pas fan du film, hein, c'est pas ma génération, je m'en brosse. Hein, moi j'aime bien. Il avait fait Jade de Fried King. Donc, c'est lui. Ouais, mais la musique est très très minimaliste, hein, donc et on retient surtout le morceau de Lorena McKennitt, hein, je crois que c'est elle qui The Mystic Dream, quoi. Hein, donc d'accord. Je sais pas si tu connais. J'ai vu le film quand il est sorti, j'ai pas revu depuis, quoi. Oui, c'est avec Linda Fiorentino. Voilà, oui, c'est le même c'est le même scénariste, c'est Joe Erteaz, je sais pas le prononcer, donc excusez-moi. C'est le même scénariste que C'est le même scénariste que Basic Instinct, donc Joe Esteraz, non? Ouais, on va dire ça. Hein, donc qui essayait de refaire du Basic Instinct numéro 2, mais ça marchait pas. On avait l'acteur de NCIS là, qui essayait encore de faire du cinéma à l'époque. Comment il s'appelle je sais plus. Oui. Je sais plus, j'ai un trou. Allô, professeur? Oui. Ouais. Donc voilà, Jade, donc c'était pas ce qu'il a fait de mieux. D'ailleurs, il n'y avait pas de CD qui était sorti à l'époque. Et il n'y a que récemment où La La Land l'avait sorti. Enfin, récemment, il y a quelques années. Et dernier film que j'avais listé de James Horner, film que j'aime beaucoup, qui est mineur, mais que j'aime beaucoup, et musique que j'aime beaucoup, c'est Casper. Alors, bien sûr, parce que bon, moi, tout ce qui touche à la mort m'intéresse. Donc, mais Casper, ça touche pas à la mort. Mais si, parce que quand tu le regardes ici, ça mine de rien, sous ses atouts, sous ses contours de petits films pour enfants et tout, ça touche à la notion de deuil, de perte, de reconstruction et tout. Non, c'est de vie après la mort. Et la musique est sympathique, mais surtout, Horner, pour le coup, il nous a fait une très belle mélodie à un moment donné, quoi, dans le film, une de ses plus belles mélodies. D'accord. Qui s'appelle d'ailleurs Casper le Lullaby, je crois. D'accord. Voilà pour le petit Casper. Il n'y a rien à dire, Casper. Okay. D'accord. Est-ce que j'ai oublié d'autres films? Oui, j'ai... T'as une liste de 400 films encore? Non, j'en ai... Ça se passe? Non, j'en ai cité un parce qu'il est... Parce que si t'as cité Casper, oui. Tu peux citer Dingo et Max, par exemple. Je l'ai toujours pas vu. D'accord. Je peux pas tout voir. Tu peux citer Annie, la comédie musicale. Je l'ai pas vu. Ou le club des babysitters, ou la petite princesse. Je l'ai mis, la petite princesse. Eh ben ouais, tu fais bien de le dire. Je l'ai mis et je l'ai même surligné parce que j'hésitais au secours du petit panda. Non, mais mine de rien, la petite princesse. Revenons sur la petite princesse parce que tu rigoles tout ça. Babe, le cochon dans la ville. Oui. Ah non, c'est le cochon devenu berger, c'est le premier. Oui, Babe. Je suis pas fan de la musique, mais Babe, c'est génial. Et le deuxième est encore mieux, quoi. Donc tu disais, vas-y, je t'ai coupé. Ouais, parce que tu fais genre, des films pour enfants. Oh, la petite princesse. Eh ben, la petite princesse. Non, je dis pas pour enfants. La petite princesse, c'est un très très bon film et qui est réalisé par, excusez du peu, Alfonso Cuarón, quand même. Oh merde, je savais pas, j'ai honte, d'un coup, j'effacerai cette partie-là, parce que vu que c'est moi qui fais le montage, tu vois, j'ai ce pouvoir de pas passer pour un con plus que nécessaire. Oh, mais tu t'en sors très bien pour ça. Pour passer pour un con. Non, je plaisante. Non, mais t'inquiète pas, j'ai un projet de truc. Tout à l'heure, t'as chanté, tout ça, t'as fait des bruits, ils vont venir tout le long.
Donc oui, donc Alfonso Cuarón, qui n'était pas encore connu, il avait fait un film, je crois, avant. Ouais. Et donc il nous fait un petit conte de fées pour enfants presque. C'est un peu une histoire à la Charles Dickens, hein, la petite princesse. Mais visuellement, c'est magnifique. Et donc il a travaillé avec Patrick Doyle, hein, qui retrouvera ensuite dans sa version non, c'est de... une connerie, excuse-moi. Avec... C'est pas le Fils de l'homme? Non, il a non, le Fils de l'homme, non, c'était plus Les Grandes Espérances, excuse-moi. Voilà, de Grandes Espérances. Autant pour moi. Non, mais voilà. La honte, là, j'ai honte, là. Une très grande BO aussi. Et là, donc, pour le coup, oui, La Petite Princesse... De toute façon, ces musiques, elles sont toujours bien. Hein. Voilà, La Petite Princesse, mais c'est vraiment... ça a été édité une fois encore par Varèse, mais pour le coup, Varèse a dû sortir l'argent de sa poche un peu, parce que l'album fait, je crois, 50 minutes au lieu de 30. Et c'est magnifique. Bon, mais je l'écouterai, parce que là, j'ai honte, parce que, tu vois, en fait, je me rappelais pas, je savais pas. Ouais, bah oui. Si je l'ai su, je l'ai oublié. Ouais. Donc, il faudra que je voie ce film, et j'écouterai aussi la musique, parce que... De toute façon, elle est sur Spotify, donc j'en mettrai les morceaux sur la playlist. Oh, putain, professeur, vous faites ça trop bien. Ouais, je sais. Donc, La Petite Princesse, ok. Donc, j'arrête de me moquer, j'ose même pas te parler de Crying Freeman, je sais pas si tu l'as vu. Je l'ai vu, j'ai beaucoup aimé, ouais. C'était chouette, hein. Ouais. C'était un super bon truc. Ouais. Donc voilà, de toute façon, c'est 95, il y avait... Enfin, on est encore dans du pas mal. Oui, on est encore Dans du pas mal. Oui. Il y aura 96 encore. 96, ça va chier dans le ventilo. Et 97, je trouve que ça va commencer à tomber un peu. Mais bon. Oui, donc, professeur. Oui, j'ai oublié quoi d'autre? Ouais, il y a juste un autre film, à part mon numéro 1, donc, que tu m'as spoilé tout à l'heure. Il y a juste un autre film que j'avais cité, parce qu'il était intéressant. Donc, c'était Usual Suspects, donc de Bryan Singer. Je me rappelle pas du tout de la musique. Alors, voilà, j'allais y venir, parce que la musique, elle est pas forcément marquante. Hein. Moi, je l'avais acheté, mais c'était Milan qui l'avait sorti. Le compositeur, c'est John Ottman, qui a pas fait grand-chose d'inoubliable pour moi. Mais ce qui était intéressant, ce qui est toujours intéressant, c'est qu'en fait, John Ottman, il occupe deux fonctions dans ce film et dans beaucoup de films de Bryan Singer. C'est qu'il est compositeur et monteur. Et là, c'était intéressant. Et accessoirement, c'est aussi le copain du réalisateur, ce qui permet il peut occuper plein de postes. Ouais, enfin, le copain, ouais, je sais pas. Mais... Si. Ah ouais? Je savais pas. Bah oui, c'est pour ça que quand il peut, enfin, il a fait les musiques et des fois il pouvait pas. Voilà, quoi, il a pas le droit. Mais sinon, oui, c'est... Bah, ils se connaissent bien, quoi. Ah oui, non, mais ça, je me doute qu'ils se connaissent bien, mais... Il est monteur, il fait la musique, et puis... Mais pour moi, je trouvais ça intéressant, justement, que le monteur soit aussi le compositeur, parce que quand on voit le film et tout, on voit qu'il y a quand même une réflexion sur où mettre la musique, quand la commencer, quand la finir, machin. Après, la musique, elle est pas géniale, quoi. Hein, donc... Moi, j'aime bien John Ottman. Enfin, c'est vraiment un mec que j'aime bien, et je trouve que c'est un bon compositeur, il sait sortir de plein de... Enfin, il a de l'imagination, et... J'ai pas entendu de mauvaise musique de lui. En fait. C'est pas qu'elle soit mauvaise, mais c'est qu'elle elle marque pas forcément, quoi. Même son Superman Returns, il cite bien John Williams, mais il arrive pas... Là, il était prisonnier de Williams. Voilà, il arrive pas à s'en dégager, quoi. Donc, Mais non, mais c'était pas le but. Le but, c'était un hommage, donc il pouvait pas se dégager. Là tu vois, je suis... Maintenant, on le voit plus, je sais plus s'il retravaillera, vu que de toute façon, Bryan Singer s'est grillé totalement, quoi. Bah, c'est pour ça qu'on risque de plus le revoir. Tu vois, c'est un peu le souci, quoi. Ouais, parce qu'il a pas travaillé beaucoup hors de la sphère de Singer, quoi. Donc. Bah voilà. Non, ça pose quand même un problème, je trouve. Et enfin, moi, j'aime bien ce compositeur. Généralement, je sais plus, il a fait un film. Il a réalisé un film d'ailleurs, tiens. Oui, justement, c'était pas Urban Legend 2 ou quelque chose comme ça. Il me semble, c'est ça. Ouais. Ouais. Non, c'est un gars qui aime le cinéma et tout, et j'ai bien aimé les interviews que j'ai pu lire de lui, quoi. C'était vraiment correct. Donc voilà, ok.
ton top movie de 1995. Alors, roulement de tambour. Eh oui, le professeur va bientôt sortir un disque. À la surprise de tout le monde, parce que personne ne s'y attend, évidemment, hein, sauf que le docteur a bien spoilé la chose dès le début du podcast. Hit, Ouais. Hit de Ah Michael oui, Mann. d'après Stephen King. Oh là 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 là. J'ai failli t'avoir, professeur. Bien joué, bien joué, bien joué. Eh, Non, je parce que, fomentais ce compo depuis tout à l'heure. oui, parce que Stephen King a écrit ça, le livre ça, mais ça en anglais c'est Hit. Mais non, là on parle d'un autre hit. Hein. On parle du hit de Michael Mann. Alors, que dire, si ce n'est que pour moi c'est peut-être l'un des plus grands films jamais faits. J'aime beaucoup, j'idolâtre énormément Manhunter. Tu vas pas dans l'excès, là. T'es pas dans l'excès. Non, Des pas plus non, grands non, films mais jamais alors, faits. voilà. Ah bah, carrément. Bah, attends, il faut bien qu'il y ait des plus grands films jamais faits. À un moment donné, il faut les citer, ces films. Attends, moi, je suis allé le voir 3 fois, celui-là, au cinéma. 3 fois, tellement j'ai adoré. Ah ben moi, Il y a un truc que j'aime pas dedans. C'est Al Pacino qu'on fait des caisses, quoi. Ça, j'ai jamais pu supporter. Il me met mal à l'aise. Ouais, non, Tout le long du film, il en fait trop, il bouge les bras trop. Ouais, non, il mais crie ça va. trop, Ouais, mais c'est son il personnage, fait ça va pas trop. dire. Oui, mais ça fait le contraste avec le personnage de Robert De Niro, justement. De Niro dedans, Ah, il est impérial. Il est impérial. Alors qu'en fait, d'habitude, je déteste De Niro et j'adore Pacino. Là, c'est. Voilà. Il est impérial. De Niro, De toute façon, il- c'est les deux derniers. Enfin, les deux acteurs, j'ai l'impression qu'ils se sont dit, ok, on fait Hit, on va clôturer notre belle carrière et puis après on va aligner que des merdes après, parce que c'est leur C'est ce dernier qui s'est bon passé. film, hein, c'est leur dernier Ouais, bon c'est ce film, qui s'est quoi. passé, tout à fait. C'est affolant. Et De Niro, il est impérial dedans, quoi. C'est Ah, il est complètement. C'est fou. Et t'as vu que ce film-là, c'est quand même. Il y a eu un brouillon avant. oui, LA Takedown. Oui. C'est incroyable. J'ai revu il y a pas longtemps. LA Takedown. Je l'ai vu il y a 3-4 jours. Bon, on a l'impression que c'est Hit refait par des amateurs. Oui, En fait. oui, l'image est Sauf moche. qu'il y a déjà tout dedans, quoi. Il y a tout, en fait. Ouais. Il y a tout, sauf que c'est du téléfilm. Oui, c'est moche, l'image est moche, les acteurs sont mauvais et tout. Mais Ah, les acteurs, c'est grave, là. Mais c'était peut-être nécessaire de... Comme tu dis, c'est un brouillon, quoi. Plutôt que... Il a dû se lancer... Michael Mann a dû faire ça pour voir et pour échafauder ce qu'il allait faire ensuite. Hein, parce que Moi, je pense qu'il a démarré un scénar, il a fait un film, et je pense qu'il a tout regretté au fur et à mesure qu'il tournait. Toi, il s'est dit, mais mince, j'aurais pu faire ça m'ouvre là-dessus. Et il s'est forcément dit, je vais le refaire un jour. Quoi, Ouais, bien. ou peut-être qu'il a vu qu'il y avait quelque chose qui... Ça lui a sauté aux yeux, peut-être en le faisant, qu'il y avait vraiment matière à faire quelque chose de grand, quoi. Et, C'est incroyable, d'ailleurs, il y a le même genre de cadrage quand le type roule à la fin en voiture, la caméra est plantée devant le pare-brise et tout, tu vois. Il y a tous ces trucs, mais qui sont en état de brouillon, en fait. C'est ça qui est bizarre, quoi. oui. Et pourtant, il y a des cadrages intéressants, hein. Il y a des choses qui sont... mais il n'y a pas le scope, il n'y a pas la photo, il n'y a pas la musique derrière. Voilà. Et donc, je l'ai mis en numéro 1 pour sa musique, hein, donc, parce que c'est un podcast sur les musiques de films. Et sa musique... donc le compositeur, c'est Elliot Goldenthal. Mais pour le coup, c'est le côté Goldenthal très, très hermétique. Hein. Faut s'accrocher pour apprécier ce genre de musique. Moi, j'aime bien. Mais sans les images, oui. Avec les images, ça passe tout seul. Par contre, il n'y a pas que ça, parce que chez Michael Mann, il ne peut pas y avoir qu'un compositeur. Ouais. Et donc, il y a une multitude de courants musicaux et tout. Et la bande originale, c'est une expérience sensorielle, quoi, elle-même déjà. Donc, c'est un grand voyage. Le CD tout seul est un voyage déjà. Dans le film, alors là, ça fonctionne du tonnerre, quoi. Comment dire, c'est la bande la musique et les chansons dans Hit et chez Michael Mann, généralement dans presque tous ses films, c'est un peu comme le sang qui irrigue le corps, quoi, et qui irrigue le film. Je me souviens de cette scène où Al Pacino décide finalement d'aller rencontrer Robert De Niro, donc il prend donc l'hélicoptère le dépose, il prend une voiture et il roule sur l'autoroute à fond la caisse, et là on entend une chanson de Moby, là, et ça démarre et
c'est pile poil, c'est parfait, c'est ce qu'il fallait, quoi. On est dedans, quoi. Et beaucoup de scènes qui sont comme ça, quoi. Et d'ailleurs, sais-tu que c'est au mois d'août, je sais pas si ça va être traduit en France, mais Michael Mann a écrit un livre, il a été aidé par une autrice américaine aussi. Il a écrit Hit numéro 2. What? Ouais, tu peux le trouver sur Amazon. Je sais pas s'il va être traduit en français pour l'instant. Et donc, c'est un livre où il va raconter un peu ce qui s'est passé avant et ce qui s'est passé après le film, quoi. Alors, je sais pas ce que ça vaut. Je sais que apparemment c'est une petite tendance chez les réalisateurs, puisque Quentin Tarantino l'a fait avec Once Upon a Time in Hollywood, puisqu'il a écrit un roman aussi. Oui. Je l'ai pas lu. Casse pas trois pattes un canard. Je l'ai pas lu. Moi, ça m'étonne un peu, je sais pas. Bon, Hit, il a presque 30 ans, alors je sais pas si le livre va trouver un public, mais... Et puis je me dis, Michael Mann, c'est un cinéaste d'essence, quoi. Et puis l'essence, c'est cher. Donc, d'essence, en 2 mots. Je voulais faire un jeu de mots. Ouais, d'accord. Ouais, je sais, il est mauvais. Tu vois, je te donne de la matière pour... Non, mais moi, je t'écoutais religieusement. Je me dis, putain, il a des choses hyper importantes à dire et tout. Il va m'apprendre des choses. Puis en fait, tu fais des calembours. Tu comprends pourquoi on m'a jeté des pierres à Dubaï. Ouais. Mais je suis un mystificateur, en fait, c'est ça, quoi. Démystifie pas ça déjà d'office, quoi. Non. Oui, donc je disais, Michael Mann, Mann, t'as acheté des pierres. C'est un cinéaste d'essence, quoi. C'est visuel, c'est sonore, alors qu'en roman, je sais pas ce qui va transparaître de tout ça, quoi. Donc je suis étonné par le vas-y, projet. comment tu fais l'innocent? Tu sais très bien qu'un film déjà s'écrit. Oui, bien sûr. Donc Michael Mann, il sait déjà écrire. Non, mais c'est pas qu'il sache pas écrire ou qu'il mais c'est autre chose, quoi. Moi, quand je vais voir un film de Michael Mann, j'y vais pour vivre une expérience. À l'inverse de beaucoup de films, c'est comme quand on va voir un film de Lynch, c'est un peu pour, même si on comprend pas tout, même si l'histoire nous intéresse pas forcément ou quoi, mais c'est pour ressentir et vivre quelque chose, pour être happé dans un monde et alors là, au niveau littéraire, je sais pas si il va y avoir cette force qui va se dégager. Donc, en fait, tu te poses des questions vraiment incroyables. Ouais, je sais. Et donc, je dis pas une seule seconde, je verrai bien. Oui, non. Bon, il sort en anglais donc au mois d'août, mais j'attendrai. Je verrai s'il y a une édition française qui sera prévue. Ah, tu es au courant pour ça? Oui, chef. Moi, en général, franchement, je suis jamais au courant de ces trucs-là. Ouais. Ben ça faisait un moment que c'était dans les tuyaux entre guillemets, quoi. Mais je savais pas que ça avait été finalisé et que ça allait paraître. Mais comme je te dis, si tu vas sur Amazon, il est déjà en précommande. Donc. D'accord. Très bien. Voilà. Donc Hit, et c'est tout ce que tu as à dire? C'est pas mal, non? Il n'y a pas Lisa Gérard qui chante dedans? Oui, bien sûr. Ben, j'ai pas cité... Il y a beaucoup de choses. T'as The Passenger. Donc The Passenger, c'est Bono et sa bande de chez U2. T'as Lisa Gérard qui était encore sous le groupe Dead Can Dance. T'as Moby, comme j'ai dit. Donc t'as Golden Tal. T'as Kronos Quartet aussi. Donc en fait, on est carrément une sorte de compilation, mais cohérente. Oui, voilà. Comme je te dis, oui, l'écoute du CD, et le CD est conséquent, puisqu'il fait, je crois, il avoisine dans les 70 minutes, c'est un véritable voyage. Et pourtant, il y a beaucoup de choses qui sont pas du tout d'un style auquel j'adhère ou que j'écouterais. Mais dans l'ensemble, une fois que tu mets tout ça ensemble, ben, ça passe. Et tu arrives à te retrouver des images du film, des sensations, quoi, et tout, quoi. C'est assez immersif, je suis d'accord. Ouais, j'adore cet album, et je l'écoute régulièrement. Moi aussi. C'est ça le pire. Et il aime bien rouler la nuit en l'écoutant. Ouais. Et tu disais tout à l'heure, tu parlais de tes problèmes, tu parlais de films que tu rachètes sans arrêt. Ben, moi, Hit en fait partie, quoi.
Je l'ai vu, pareil. je l'ai vu au cinéma, je l'ai acheté en cassette, je l'ai acheté en DVD, je l'ai acheté en DVD collector, je l'ai acheté en Blu-ray, je l'ai racheté en Blu-ray collector de La Mort qui tue. Arrête, il faut que j'arrête. Ouais, bah, je sais. C'est pareil. En plus, on me force à arrêter. Comment te dire? Bon, Moi, j'ai pas le choix, quoi. Et toi, ton numéro 1, donc, vas-y, c'est quoi? Alors, mon numéro 1, tu sais, à chaque fois, j'essaye de faire l'intéressant. Oui. Genre, c'est le truc qu'on n'attend pas. Parce que sinon, numéro 1, ça serait forcément Horner, Williams, Shore ou Goldsmith. Tu vois. Mais c'est trop facile, ou Carpenter. Moi, cette année-là, j'ai découvert Kenji Kawai. Ah, je l'ai pas cité. Voilà. C'était Avalon. On oublie beaucoup, hein. Pour Ghost in the Shell. Ah, pour Ghost... Non, parce que moi, je l'ai pas écouté, Ghost in the Shell. J'ai pas adhéré au film, mais au dessin animé. Mais moi, non. Ah non, c'est l'année d'après ou après. C'est Avalon, moi, j'avais... le film pas trop... C'est en 2001, Avalon, t'as le temps. Hein. Ouais. J'avais acheté le CD d'Avalon et j'avais trouvé ça puissant, ouais. Vas-y. Bah, moi, j'ai... Ma première expérience sur Internet, la première fois que je suis allé sur Internet, en vrai, c'était dans un cybercafé à Paris. Et il y avait le teaser. J'étais avec un pote qui voulait télécharger le teaser de Ghost in the Shell, la bande-annonce. Et en fait, sur ce truc-là, on a mis 3/4 d'heure de chargement. C'était avec un 56K. Enfin, bah oui. Je te passe les détails, quoi. Donc, les gosses aujourd'hui peuvent pas connaître. Ah ouais, tout à fait, ouais. C'était vraiment l'épopée, quoi. Et c'était le début d'Internet, donc t'avais pas Internet chez toi, tu vois. Moi, j'ai découvert après au Canada, 3 mois après, je passais mes nuits à surfer, quoi. Mais du coup, t'avais cette bande-annonce qui était juste le titre, en fait, qui montait. Il n'y avait pas d'image, il n'y avait rien, tu vois. Et t'avais cette musique à la fin derrière, et déjà, ça m'avait bien marqué. Et je suis allé le voir au cinéma, quand il est sorti. Et j'ai kiffé la musique autant que j'ai kiffé Akira, en fait, quoi. Voilà, quoi, pour te dire. C'est de la musique qui te reste dans la tête, qui est toujours puissante, qui est assez fine. Et voilà, pour moi, c'est la bande-annonce, c'est la musique de cette année-là. C'est la plus... Tu sais, des fois, je te parle de musique qui t'ouvre sur autre chose. La dernière fois, j'ai passé le Chungking Express, tout ça. En fait, t'as des musiques qui t'ouvrent des univers que tu connaissais pas et qu'Hollywood te propose pas. Parce que Hollywood, il va repomper dessus derrière, il n'y a pas de problème, mais il va le retransformer à sa sauce, c'est-à-dire qu'il va retirer tout ce qui est la spécificité de cette musique-là. Ils vont tout remettre avec un gros son, machin, enfin, toi, des grosses basses. Ils vont tout mâchouiller, tout recracher. Et là, voilà, j'ai découvert, en fait... moi, je regardais pas les Pat Labor, tout ça, tous ces films-là, tous ces dessins animés. Donc j'ai découvert vraiment Kenji Kawai avec Ghost in the Shell, quoi. Et c'était une claque, et j'ai adoré le fait aussi que dans l'adaptation cinématographique, ils aient gardé cette musique. Ah ouais, j'ai pas vu le film avec Scarlett Johansson, mais moi j'avais on en parlera un jour si tu veux. Moi j'adore le film. Enfin, j'avais vu le dessin animé, mais pas au cinéma. Je crois que je l'avais vu sur Canal où je l'avais loué. On dit pas dessin animé quand on est fan, on dit un anime ou un animé. Un anime. J'ai pas vu l'anime. Non mais c'est un animé. Non mais je sais. Tu sais, enfin, comment t'expliquer? Je l'ai vu plein de fois au cinéma. Je dis ouais putain, je l'ai vu 3 ou 4 fois au cinéma. Ok, ah super, t'es vraiment fan? Je dis bah non parce que je m'emmerde quand même à la moitié du film. Il y a un moment dans le film, ça me gonfle, voilà quoi. Il y a un beau passage avec des images fixes, c'est très contemplatif et tout. Et après, je sais pas, le film me gaffe quoi. Et ça me rappelle que c'était un truc fait pour la télé en vrai, parce que techniquement c'est quand même qualité télé quoi. Et il y a toujours ce passage là, enfin cette deuxième partie du film, je peux sortir de la salle, ça me dérangera pas. Par contre, la première partie, elle est tellement démente, parce que la moitié du film vaut 300 autres films, quoi. C'est un peu comme tu vois, la dernière partie de Chungking Express, la deuxième partie c'est ma préférée, et ça vaut plein d'autres films entiers que j'adore pourtant quoi. Bah là ça me fait à peu près la même impression. Et bah moi je l'ai vu voilà, je l'ai vu qu'une fois, donc je suis pas rentré du tout dedans, mais donc je te dis ça remonte, le film est sorti en 95, j'ai dû le voir 1 ou 2 ans après, donc ça fait très longtemps. Faudrait que je lui redonne une chance, mais je sais que j'ai pas adhéré à l'univers. À l'inverse de Akira, où je me sens bien dedans, quoi. Enfin, j'adore ce film, mais... Bah, moi, je préférais l'animé plus par rapport à la BD. La BD, je l'avais, franchement, c'est pas... Enfin, j'aime pas, quoi. Et après, l'adaptation américaine, j'ai trouvé super intéressante pour plein de côtés. Alors, je comprends les fans de base
gna, c'est une insulte et tout. Non, c'est pas une insulte, c'est vraiment bien fait. Et je suis bien content que ce soit fait comme ça, parce que les Japonais, quand ils adaptent leur manga, c'est quand même souvent super chiant, quoi. T'as toujours 1 heure en trop dans le film, quoi. Après, là j'exagère exprès, parce que pour faire réagir, tu vois. Mais Non, mais ouais. non, mais t'as raison, parce que même Akira, ça tire en longueur à un moment donné. Hein. oui, enfin c'est un peu le problème des mangas adaptés, quoi. Donc voilà. Pour moi c'est ce film-là, professeur. Je vois que j'avais mis un film dont on n'a pas parlé, mais c'est Dolores Claiborne. Une bonne musique de Danny Elfman sur un ton un peu plus intimiste. Il avait fait quelque chose de pas mal, quoi. Et tu sais que je l'ai pas vu. Non. Bah ouais, je l'ai pas vu. Il y a des films comme ça qui me passent sous le nez pendant des années que je vois pas. À chaque fois, je me dis tiens, faut que je regarde. C'est un excellent film. Mais ouais, et puis en fait, au lieu de le regarder, je me mate un nanar bien pourri, tu vois, où je suis super content. Bah oui. C'est-à-dire, j'ai vu un truc qui s'appelait. Je sais même plus le nom. Mais un nanar, mais le truc des familles, quoi, tu vois, Alley Cat. C'est un truc de 1984, avec une nana, on lui tue sa grand-mère, elle va se venger, elle va buter plein de gens. Il y a des scènes de sexe, il y a des scènes de baston, il y a des scènes de tout. C'est une débilité totale, j'ai regardé, j'ai aimé, j'ai honte. La musique, elle est mauvaise, mais c'est trop bien. Eh oui. C'est la version poussée à son maximum. Oui, je pense que on t'a perdu. Hein, Ouais, je sais bien. Ah là 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 là. Ainsi finit l'année 1995 avec le docteur et le professeur. Nous la trouvons dans un prochain podcast qui parlera de l'année 1996. Eh oui, c'est un peu la logique. 1995, 1996, et peut-être qu'après ils feront 1997. On ne sait pas. Enfin, on s'en doute un petit peu quand même. Oui. Oh, oui. Voilà. Bah, c'était bien. Moi, je vous dis à bientôt. Et puis, ciné-claque, c'est du ciné. Et puis, c'est des claques.